Bonjour Michel Toubiana. Bonjour. Salut Pablo. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Michel Toubiana, vous êtes avocat, ancien président de la Ligue des droits de l'homme. Et justement, les droits de l'homme, ils sont un peu au cœur de nos débats en ce moment. Enfin, sans doute pas pour tout le monde, on va y revenir. Mais d'abord, comment est-ce que vous qualifiez la réaction du gouvernement suite au meurtre, suite à la décapitation d'un enseignant vendredi dernier? Hier, avec le sociologue Laurent Mucchielli, on parlait de panique morale. Vous êtes d'accord? J'y ajouterais même le qualificatif de cynisme de la part de ce gouvernement, de ce pouvoir politique, je veux dire. Et en tout cas, une réaction qui n'est pas à la hauteur de l'événement. Lorsque le ministre de l'Intérieur se met à gloser sur les rayons de supermarché face au crime qui a été commis, aux enjeux qui nous impliquent et aux mesures que le gouvernement entend prendre, on est atterré devant l'incapacité du personnage à prendre la mesure de l'événement. Quand le ministre de l'Intérieur, justement, Gérald Darmanin, là, vous y faisiez référence, se vante d'avoir engagé des opérations de police sans lien avec l'enquête de Conflans, pour, ajoute-t-il, faire passer un message. D'après vous, il se réfère à quel texte de loi quand il dit qu'il veut faire passer un message avec la police? Écoutez, l'acte de terrorisme qui a entraîné ce crime odieux s'ajoute la conséquence d'un mépris assez affiché de l'état de droit. Bien évidemment, aucun texte n'autorise le ministre de l'Intérieur à utiliser la loi pour passer un message. On est dans le domaine de l'abus de droit manifeste. Soit le ministre de l'Intérieur a des reproches, des critiques, des faits à reprocher à telle ou telle personne ou à telle ou telle association, et il les met sur la table, il saisit la justice, il fait ce qu'il a à faire en termes procédural, soit alors il se tait, mais il ne lance pas en pâture et à l'indique des noms, des hypothèses, des individus, avec en plus au bout du chemin le risque que, étant démenti par d'éventuels recours judiciaires, eh bien, non seulement sa crédibilité sera atteinte, je le moque éperdument, mais c'est la crédibilité de l'État qui serait atteinte en tant qu'État de droit. Justement, dans la continuité des premières mesures que le ministre de l'Intérieur semble vouloir faire passer, il a déjà annoncé la fermeture de la mosquée de Pantin. Il s'apprête à dissoudre, il a commencé déjà de nombreuses associations comme le CCIF. Est-ce que le droit à la législation aujourd'hui lui permet de dissoudre ces associations? Alors sur la fermeture de la mosquée, c'est une des scories nombreuses de l'état d'urgence consolidée et solidifiée. Sur la dissolution des associations, c'est une très très vieille disposition, puisque ce qu'on appelle le décret Marchandeau qui date d'avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis de dissoudre les factieuses, et qui permet au Conseil des ministres de prononcer la dissolution des associations, mais dans des conditions extrêmement encadrées sur lesquelles, à ce jour, je dis à ce jour parce que la folie est devenue telle qu'on peut douter de tout, à ce jour, le Conseil d'État a toujours exercé un regard extrêmement vigilant, puisque, en définitive, cela consiste à toucher directement à une liberté essentielle que le Conseil constitutionnel a considéré comme étant faisant partie du bloc de constitutionnalité dès 1971. Mais ce qui est intéressant justement dans ce que vous dites, parce que vous dites que le Conseil d'État a toujours eu un regard vigilant et on peine à comprendre du coup, parce que le gouvernement semble vouloir nous dire qu'ils pondent une loi, ou en tout cas qu'ils vont proposer une loi sur le séparatisme, les séparatismes, justement parce qu'ils n'auraient pas les outils suffisants pour à la fois dissoudre des associations, pour à la fois faire fermer des mosquées. Comment comprendre justement cette contradiction entre la nécessité de nouvelles lois et pourtant la démonstration par ce gouvernement que l'on peut agir concrètement sur les mosquées, sur les associations? Je ne peux pas trop avancer sur ce projet de loi, je ne connais pas l'étendue, mais ce que je crains, c'est que cette loi ne soit pas une loi qui offre la possibilité de mieux lutter contre des manifestations de terrorisme, des manifestations de discrimination, etc. Mais que ce soit une loi de direction des consciences.
Ouais. Ce soit une loi qui prétend dicter une doxa à tout le monde en disant voilà, il faut que vous viviez comme ça, que vous pensiez comme ça, et sinon, ben, vous tomberez sous le coup de la loi. Mais encore une fois, pour le moment, ce n'est qu'une hypothèse tant que je n'ai pas vu le texte, le projet de loi, qui apparemment est assez difficile à rédiger d'après ce que je sais, et propose, puisqu'il est de toutes les façons, il sera en permanence sur cette ligne de crête entre prendre des mesures pour assurer la sécurité publique, prendre des mesures légitimes à cet égard, et porter atteinte à la conscience des individus. Juste pour revenir sur la dissolution, enfin la volonté de dissolution du CCIF ou de Baraka City, et aussi sur l'utilisation de la police pour, ben, je cite Gérald Darmanin, pour faire passer un message, est-ce que vous pensez que ça pourrait être l'occasion de déposer une plainte auprès, par exemple, de la Cour de justice de la République contre Gérald Darmanin et, par exemple, son utilisation de la police? Ou pas du tout? Pardonnez-moi, mais bien que je sois avocat, bien que j'ai présidé avec le droit de même, organisation férue du droit en ce domaine, j'ai jamais pensé que le droit était comment dire, une sorte d'achèvement ou de point final. Je pense que nous sommes là plutôt dans on utilisera bien entendu, et il faut utiliser tous les moyens de droit possible. Mais là, je pense que nous sommes venus à un affrontement politique, presque philosophique, de fond, et qu'on ne le résoudra pas simplement par des questions de droit. Leur vision n'est pas la nôtre de la société. Nous n'entendons pas, enfin, en tout cas, moi, je n'entends pas régenter les consciences. Il y a un ordre public qu'il faut respecter. La laïcité, ce n'est pas la laïcité de la société, c'est la laïcité des institutions de la République. Et nous n'avons pas à contraindre la pensée de chacun. Que cela nous déplaise par moment, moi-même, cela me déplaire. Et dès lors que la sécurité publique, l'ordre public n'est pas en cause, il n'appartient pas au gouvernement de nous dicter comment l'on vit. Sinon, on va nous créer une autre forme de mussolinitisme. Vous savez, le nouveau du temps de Staline. Regardez ça. Dans les autres cibles du gouvernement, on a pu comprendre que l'Observatoire justement de la laïcité était sur la sellette. Pardon, on lui reproche d'être plus préoccupé par la lutte contre la stigmatisation des musulmans que par la défense de la laïcité. On fait savoir, selon Le Point, qu'il faut à la tête de cet observatoire, je cite, de vrais laïcs, pas des gens qui plaident pour une laïcité de l'apaisement. Comme s'il était responsable, comme s'il était complice de ce qui nous arrivait en ce moment. C'est grave, non, de laisser entendre ce type de... Il y a d'abord le travail que fait l'Observatoire de la laïcité. Il n'a jamais été un travail de laïcité avec un adjectif. C'est un travail sur la laïcité telle qu'elle existe au regard de la loi de 1905. Et jamais personne du gouvernement aux ennemis politiques, y compris à ceux de l'intérieur de l'Observatoire, puisque le gouvernement il y en a implanté un certain nombre, n'ont jamais pu prendre à défaut la rigueur des travaux de l'Observatoire, des formations qu'ils faisaient en matière de laïcité. Donc, laïcité d'apaisement, laïcité ouverte, laïcité fermée ou autre, il y a la laïcité telle qu'elle est définie par la loi de 1905, telle qu'elle est comportée par la jurisprudence du Conseil d'État essentiellement, et à partir de là, on en reste là sur cette question-là de la laïcité, sauf à ce que le gouvernement tente de faire passer la laïcité ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire une règle de vie à l'intérieur de la société, c'est-à-dire une société qui serait devenue émasculée de pensées divergentes, de pensées différentes, de croyances diverses et de pratiques diverses, encore une fois, encadrées justement par la loi de 1905 et par d'autres lois, mais ce que le gouvernement est en train de faire, c'est plutôt cette vision des choses. Alors, reposez-moi votre question, parce que je dis Non, je veux parler, Mediapart parlait dans un de ses papiers de chasse aux sorcières, justement, je parlais des cibles et je parlais précisément. La conséquence de cela, c'est que cela a ouvert le bal et qu'aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre de personnages, je pense par exemple à l'ineffable Premier ministre, ancien Premier ministre Manuel Valls, font de nous, Bruckner l'a fait hier sur Arte à l'égard
des cadeaux, des complices, voire quasiment des auteurs des attentats de Charlie Hebdo ou autres, à raison de ce que nous rappelons à la règle de droit, où nous exerçons un devoir de liberté d'expression. Voilà. Et je n'entends pas d'avoir à me dédouaner auprès de ce type de personnage de ce que je compte à rendre à propos de ma pensée, bien évidemment. Je dirais presque tout être humain normalement constitué ne peut être absolument révulsé de ce qui s'est passé et ne pas prendre acte de ce que un certain nombre de gens ont, au nom de cette idéologie, définissent eux-mêmes comme étant un islamisme politique, une forme de guerre contre la démocratie. Eh bien, on y répond avec les armes de l'état de droit et on ne va pas chercher à désigner des complices, des boucs émissaires comme sont en train de faire ce type de personnages. Il faudrait ajouter sur ce point-là qu'il faut bien qu'ils pèsent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, au-delà de nous, on a le curtané, on sait ce qu'il en est et on sait le crédit à apporter à des personnages de cette nature. Mais au-delà de ça, le doigt qu'ils utilisent ne se contente pas de nous désigner, il désigne les musulmans à la vindicte populaire. On l'a vu quelque part avec, même s'il ne faut pas grossir l'événement, avec ce qui s'est passé à la Tour Eiffel. Mais je suis certain que si aujourd'hui les sondeurs faisaient un sondage sur la perception que la population a de l'islam et des musulmans, nous aurions droit au pire des résultats. Quelque part, je peux entendre le cheminement, mais ce qui est extrêmement grave, c'est que ces personnages-là ouvrent la voie, non pas, ce serait excessif d'appeler ça une guerre, mais en tout cas ouvrent la voie à une sérieuse remise en cause de la paix civile. Et surtout, à la crédibilité de l'État de droit, à l'égard de toute une population qui se sentira encore un peu plus discriminée. Est-ce que vous diriez que ça a toujours été le cas, que la société s'est toujours déchirée à ces endroits-là, s'est toujours fracturée à ces endroits-là, ou est-ce que dans une certaine mesure, on a franchi un cap? Il y a certains élus qui parlent d'ensauvagement de la société, alors même que c'est eux qui la provoquent. Comment est-ce que vous voyez ça dans une perspective un tout petit peu historique? C'est un peu simple, pardonnez-moi de vous reprendre là-dessus, de dire que c'est eux qui provoquent l'ensauvagement. Je pense qu'il vaut mieux qu'on est dans un sujet aussi complexe qu'on évite les raccourcis de toute nature. Je pense, cela dit, qu'on a pensé à un cap. C'est-à-dire que le degré de haine qui est en train de se déverser à l'égard de ceux qui ne partagent pas la doxa est un degré de haine qui nous renvoie à être des ennemis de la nation, à être considérés comme étant hors du champ du débat légitime et à nous faire supporter la responsabilité des attentats, de ceci et de cela. Au fond, le terme islamo-gauchiste est devenu presque une caresse au regard des autres accusations et des autres terminologies employées à notre cas. Oui, sur ce plan-là, je pense qu'on a franchi un cap qui fait déraper, qui fait déraper de partout. Pardonnez-moi. Je donne bien volontiers acte à Jean-Luc Mélenchon qui s'en est excusé, mais franchement, la terminologie employée à l'égard de la communauté chrétienne n'était pas la plus appropriée, alors qu'en même temps, la Ligue des droits de l'homme fait comparaître M. Estrosi, maire de Nice, pour avoir déclaré que la communauté tchétchène, c'était la drogue, les armes, etc. Voilà, donc il faut que chacun retrouve le sens des réalités. Ce qui devient difficile quand visiblement le gouvernement et le président de la République, parce que je ne pense pas que l'on puisse parler simplement du gouvernement, qui, dans cette République, a déjà une tendance à être une courroie de transmission, peuplée de collaborateurs, comme dirait un précédent président de la République, le président de la République est directement en cause. Il nous avait proposé une certaine vision à cet égard de la laïcité, de la
l'électricité de la société ou autre, qui n'étaient pas inintéressantes. Il semble que ces préoccupations électorales, la critique dont il fait l'objet sur l'aspect régalien de ses pouvoirs, le conduisent à mettre tout ça à la poubelle et à revêtir la vie d'un civil total, au risque de provoquer des dégâts extrêmement importants. C'est ce qui explique, selon vous, justement, c'est ce processus qui explique qu'en ce moment, on est en train de faire rentrer dans le champ des Républicains le Rassemblement national, l'extrême droite, et en train de faire sortir de l'autre côté du champ républicain ce qu'on appelle les islamo-gauchistes, qui seraient les syndicalistes, la France insoumise, la LDH, les fameux droites blomistes. Je dirais qu'on est presque au bout de ce processus-là. Parce que ce processus-là est beaucoup plus vieux. Je ne peux pas donner une date précise, parce que je connais le personnage. Les élections présidentielles de 1974. Le service d'ordre de Giscard d'Estaing est dirigé par un ancien guide d'Occident. C'était la première fois qu'on voyait réapparaître dans l'espace public quelqu'un d'extrême droite recyclé sous l'aspect d'un parti républicain. Alors après, on a vu arriver Madeleine, Longuet, d'autres. Mais ce processus-là, qui est à l'œuvre donc depuis plus de 40 ans, est en train de trouver une forme d'achèvement très préoccupant. C'est l'idée selon laquelle, au fond, c'est pas le Front National qui est le plus dangereux, c'est le fait qu'il dénote de plus en plus le corps de pensée de toute une société, et notamment de la droite dite républicaine. Enfin, les propos de M. Retailleau n'ont plus rien de républicain. Et je pourrais multiplier malheureusement les exemples. Oui, je pense qu'on est en train de se diriger sur ce produit. Michel Toubiana, du coup, quand on vous écoute, on se pose la question de savoir c'est quoi l'étape d'après. On va interdire les journaux d'exister parce qu'ils défendent les musulmans, des écrivains d'écrire parce qu'ils seraient trop proches des musulmans, donc trop laxistes et trop complaisants. C'est possible, ça, d'interdire certains journaux d'exister, certaines libertés d'exister? D'abord, position de principe, l'histoire nous a appris que le pire est toujours possible. Pas nécessairement possible, mais que le pire est toujours possible. Donc, a priori, je n'exclus rien de la part de gens qui sont capables d'utiliser de telles méthodes et de véhiculer de tels a priori. J'ose espérer que nous aurons les forces nécessaires pour y résister. Mais néanmoins, il restera toujours, je dirais au fond, même s'il y a un pas en arrière, il n'y aura pas eu 2, 3 ou 4 pas en avant, et que cela resteront inscrits. Un peu comme vous savez à propos de l'état d'urgence. L'état d'urgence était là pour un moment, trop longtemps, nous l'avions dit dès son premier renouvellement, et puis maintenant, qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'il en est resté toute une partie transformée et transposée dans le droit commun. Je crains que nous soyons proches, en tout cas, d'une situation qui nous mette en situation de résistance. Il y a aussi tout un débat sur la neutralité des réseaux sociaux. Est-ce que ça vous semble une piste prometteuse ou au contraire éminemment dangereuse? Il y a un réel problème avec les réseaux sociaux. C'est à la fois un organe, un véhicule, un vecteur extraordinaire de liberté, et puis aussi le vecteur de pire horreur que l'on peut faire. Pas simplement en termes de discours de haine d'ailleurs, mais en termes de pédopornographie ou en termes de diverses crimes et délits. Cela dit, faire des réseaux sociaux l'objet du problème, c'est, vous savez, comme on dit dans le proverbe chinois, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Les réseaux sociaux ils ne resteront jamais que des vecteurs. Alors, ce n'est pas facile de trouver une solution entre le fait de rompre l'anonymat, le projet imbécile de Madame Avia, merci, de Madame Avia, ont été heureusement et au miracle sanctionnés par le Conseil constitutionnel, et le fait de préserver la liberté d'expression
point de censurer, etc. Je pense d'abord qu'on a fait des progrès à l'inverse de ce que dit le gouvernement. Sur ce plan-là. Et on voit bien là-dessus le rôle de rideau de fumée de ces discours excessifs, cette prise à partie manifeste, c'est-à-dire le fait que dans l'affaire du crime de complot, les signalements à Paros avaient été faits. Mais savez-vous combien il y a de magistrats qui sont en charge de ces types de problèmes sur le net à Paris? Très peu. Très peu. 3. Ouais. 3. Et Barros a une équipe à peu près du même niveau. C'est-à-dire qu'avant de se poser la question de savoir s'il faut rajouter quelque chose à la loi en ce domaine, faudrait-il déjà que la loi soit appliquée, qu'on ait les moyens de le faire. Bien évidemment, on fait un autre choix. On a fait un autre choix en termes financiers. C'est d'utiliser le filet général de surveillance, comme la loi proposée et adoptée à l'initiative de M. Cazeneuve l'a fait en 2015, c'est-à-dire les catchers, c'est-à-dire le fait de surveiller en vrac, dans un filet général, l'ensemble de la population. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher et ça coûte très cher à exploiter. Évidemment, on n'a pas le même argent pour aller rechercher, remonter à partir de là sur tel ou tel message sur les réseaux sociaux. Alors je dis d'abord, nous ne ferons pas de débat, c'est pas le lecteur qui est, c'est pas le messager, hein, pour reprendre une vieille, une antique comparaison ou un antique exemple. C'est pas au messager qu'il faut s'en prendre, mais au message. Et pour s'en prendre au message, il faudrait déjà qu'on applique la loi, ce qui est loin d'être le cas. J'ai une dernière question, Michel Toubiana. Alors, elle est un peu compliquée, mais on a envie de vous poser la question parce que vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme. On se souvient, Emmanuel Macron, en 2017, il disait à Mediapart, je le cite, « Dans le débat qu'on a sur l'islam, on confond tout. La folie, c'est qu'on réavive ces débats dès qu'il y a un attentat. » Alors évidemment, on est en plein dedans. Comment on en sort de ça? Comment on s'en sort? Et surtout, si on ne s'en sort pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut faire un front? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un front commun des défenses des libertés? Vous avez dit vous-même que c'est une question à laquelle il était un peu compliqué de répondre. Donc je ne vais pas, bien évidemment, y répondre totalement. Simplement donner quelques pistes de réflexion. Le constat du président de la République à l'époque, c'est un constat qui était parfaitement exact et qui correspond à un mode de gouvernement incriminois qu'on a beaucoup connu sur Sarkozy, et que ce gouvernement a bientôt avoir une fâcheuse tendance à reproduire à l'identique. En même temps, y répondre uniquement sur le terrain de la loi de processus coercitif, et c'est complètement nié les 30 ans, les 40 ans de catastrophe sociale. Alors, j'entends bien le propos en disant que la catastrophe sociale n'explique pas tout. Ça n'explique pas non plus, ça n'entraîne pas une irresponsabilité des individus. On est bien d'accord, la question n'est pas là. Mais ce dont je suis absolument certain, c'est que si nous ne menons pas en même temps, je dirais sur 3 fronts, le combat. D'abord, un front qui est celui du strict respect de l'état de droit, et de ne pas jouer avec selon la manière dont on a envie de l'appliquer à telle ou telle situation. Deuxièmement, mettre effectivement un certain nombre en œuvre, un certain nombre de mesures qui sortent les gens de la dégérance sociale. Et il faut vraiment être un anti pour commander à ceux qui n'ont rien à perdre de mode de vie en leur disant la République ne respecte pas sa règle et vous devez vivre de cette manière-là. Bien. Et puis, le troisième élément, c'est au fond d'avoir un discours de confiance à l'égard des populations et de ne pas considérer qu'elles sont encore les colonisées d'hier,
qui sont encore les revanchards de demain. Il y a à cet égard un manque d'empathie, un manque d'humanité des personnes qui est à la fois désolante humainement, mais catastrophique sur le plan de la cohésion sociale. Merci beaucoup, Michel Dubénard. Merci beaucoup. Merci à vous.